toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, voilà, ça va peut-être en surprendre certains, parce que ça fait effectivement plusieurs mois que j'ai pas posté de vidéo, puisque j'avais dit que je faisais une pause sur YouTube, mais là j'avais envie de poster cette vidéo concernant l'affaire de la disparition de Lina, suite aux nouveaux éléments qu'on a appris il y a quelques semaines par le biais des médias concernant l'identité du principal suspect Samuel Gonin. Donc voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo là-dessus parce qu'on a appris quand même pas mal de choses. Et donc voilà, je voulais évoquer avec vous le sujet. Donc dans un premier temps, je vais revenir sur le profil du suspect, Samuel Gonin. Je vais faire un petit récap chronologique, enfin je vais essayer, peut-être que je vais zapper 2 ou 3 infos, c'est possible, ou voilà. Et ensuite, je vais évoquer les hypothèses qui sont mises en avant par les médias ou par des personnes qui donnent leur avis là-dessus. Et je vous laisserai ensuite, à la fin de la vidéo, me donner votre avis dans la barre des commentaires sur cette affaire qui reste très mystérieuse, puisque on n'a toujours pas retrouvé Lina et que Samuel Gonin n'a pas eu le temps de s'expliquer s'agissant de son implication dans sa disparition, puisqu'il s'est ôté la vie le 10 juillet dernier. Donc je vais revenir un peu sur le profil de Samuel Gonin. Alors Samuel Gonin, à première vue, d'après ce qu'en disent les médias, il n'a pas de lien avec Lina. Effectivement, il habite à Besançon, c'est à 200 km du lieu de la disparition de Lina, et semble-t-il, il n'aurait aucun rapport avec Lina. Je dis bien à première vue. Donc il faut aussi faire la distinction entre les informations communiquées au compte-gouttes par les médias et ce que eux, les enquêteurs, savent, la justice, dans le cadre du secret de l'instruction, puisque évidemment qu'ils doivent avoir des informations qui ne sont pas communiquées au grand public. Donc le profil de Samuel Gonin. Alors Samuel Gonin, il est né en 1980, il a 43 ans, il habite Besançon et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, il menait une vie classique. Il est père de famille, il vivait avec la mère de ses enfants. Il semble qu'il avait un boulot stable, sauf que tout a commencé à dégénérer à partir du moment où sa femme l'a quitté. Et à partir de cette rupture, il semble qu'il est totalement basculé et commence, c'est une espèce de spirale infernale de descente aux enfers. Alors, il faut nuancer ça puisque Samuel Gonin est diagnostiqué bipolaire depuis qu'il est tout jeune. Alors, je ne sais pas si c'est depuis son enfance ou son adolescence, mais en tout cas, ses parents sont au courant de ses antécédents psychiatriques. Il a également été reconnu comme étant toxicomane. Ça, je ne sais pas si ça date de récemment ou si il est toxicomane depuis plus longtemps. Et il a également fait des séjours en hôpital psychiatrique et des tentatives d'ES. Je ne dis pas le mot parce qu'après c'est banni de YouTube, vous m'avez comprise. Donc tout semble basculer à partir de cette rupture. Il y a un déménagement. Il habite dans un modeste logement sous les toits d'une grande maison divisée en plusieurs appartements au fond d'une impasse à Besançon. Ses voisins le décrivent comme quelqu'un de plutôt poli, calme, sauf qu'il aurait changé de comportement justement ces derniers temps. Il serait devenu taciturne, il dirait à peine bonjour, il avait un comportement erratique, il semblait éviter les gens. Un voisin décrira d'ailleurs qu'il l'aurait vu circuler en vélo sous la pluie sans réaction, impassible. Bref, il semble que Samuel Gonin était dans une phase down. Donc en fait, c'est un peu la descente aux enfers, comme je le disais.
Il avait apparemment un travail de... Alors je crois qu'il était commerçant itinérant, mais je suis pas sûre, je mets au conditionnel parce que j'ai vu passer pas mal d'informations. Et qu'il aurait ensuite donné sa démission, il aurait fait une reconversion professionnelle pour devenir professeur d'ébénisterie, ça se passait relativement bien, jusqu'à la rupture avec sa conjointe, mère de ses enfants, où là il semble complètement être en roue libre. Il perd son emploi, alors je ne sais pas si c'est lui qui le quitte ou s'il est licencié, enfin bref, il n'y a plus rien qui va. Donc à partir de ce moment-là, commence une espèce de descente aux enfers, une espèce de chute libre. Donc on va revenir chronologiquement à 2023 puisque c'est là qu'on commence à avoir des informations concrètes le concernant et notamment c'est démêlé avec la justice. Donc déjà en mai 2023, il semblerait qu'il fasse un espèce de road trip en voiture en Espagne. Il se confie à un ami, il dit que ça s'est pas bien passé sans rentrer dans les détails. On apprend aussi qu'à peu près à cette période-là, il est en couple avec une femme depuis quelques mois et du jour au lendemain, il disparaît, embarquant avec lui la somme de 5 000 € qu'il aurait dérobée à son ex-conjointe. Là, il aurait également menacé de sauter la vie et il commence sérieusement, entre guillemets, à dérouiller. Ses parents sont au courant. Et là, on ne sait pas trop ce qu'il fabrique. Toujours est-il qu'il est filmé en août 2023 dans une station-service du Doubs, station Avia, et qu'il va faire par 2 fois le plein de carburant sans payer. Le gérant de la station-service va porter plainte, mais les forces de l'ordre ne vont pas pouvoir l'identifier à ce moment-là. Effectivement, on le voit sur cette caméra, à côté de sa Ford Puma. Il arbore un sweat Puma d'ailleurs, et ce qui est très intéressant, c'est que la deuxième fois qu'il est filmé, c'est seulement 48 heures avant la disparition de Lina, ce qui permet aux enquêteurs d'acquérir la conviction que c'est bien lui qui a enlevé Lina ce fameux 23 septembre 2023. Quelques jours après la disparition de Lina, il est de nouveau filmé, semble-t-il, par cette caméra de station-service Avia, en train de faire de nouveau le plein de sa Ford Puma. Et là, apparemment, un employé de la station-service le reconnaît, tente de s'interposer, mais il lui file entre les doigts et Samuel Gona réussit de nouveau à s'enfuir. Plusieurs mois vont passer, 4 mois, au cours desquels il semble qu'il fasse un périple au volant de cette Ford Puma sans qu'il ne soit interpellé. En janvier 2024, il circule à proximité de la frontière espagnole, au niveau de la commune de Sijan, dans l'Aude, et il va se soustraire à un contrôle des douaniers. Il va faire un refus d'obtempérer et il va forcer la barrière de péage et va commencer à vouloir semer les douaniers. Il va manquer de peu de percuter un poids lourd et va finir sa course folle dans la rambarde de sécurité où les douaniers vont l'interpeller. Il est bien évidemment placé en garde à vue et le véhicule immobilisé. Là, les douaniers vont se rendre compte que cette Ford Puma est une voiture déclarée volée. Elle arbore une plaque d'immatriculation allemande. Et premier couac de l'enquête, puisque les douaniers ne vont pas signaler cette voiture volée au fichier central, ce qui aurait pu permettre aux enquêteurs de Strasbourg de remonter jusqu'à cette voiture beaucoup plus tôt et éventuellement pouvoir bien évidemment interroger Samuel Gona sur son implication dans la disparition de Lina, ce qui n'a pas été le cas. On va perdre de précieux mois puisque la voiture va être immobilisée à la Fourrière, dans le sud de la France, jusqu'à mai-juin 2024.
Il faut savoir que parallèlement, les enquêteurs à Strasbourg vont s'intéresser aux caméras qui se trouvent dans le secteur de la disparition de Lina pour tenter d'identifier un véhicule. Ils vont s'intéresser à la caméra qui se trouve au niveau de l'étang de pêche à côté de la piste cyclable. Malheureusement, cette caméra ne filme pas la route, mais elle filme en revanche la piste cyclable. Et en la visionnant, ils vont se rendre compte que Lina n'a jamais emprunté la piste cyclable qu'elle aurait dû emprunter pour se rendre à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Elle aurait donc été enlevée en amont. Ils vont également s'intéresser à une caméra qui se trouve dans le bourg de Saint-Blaise-la-Roche, dans un commerce, mais malheureusement, ils ne vont pas pouvoir exploiter les données de la caméra puisque les informations sont effacées automatiquement toutes les 48 heures. Ils vont avoir la bonne idée alors de s'intéresser aux caméras qui encerclent la vallée de la Bruche au niveau des cols et qui filment également les voitures qui rentrent et qui sortent de cette vallée. Et donc ils vont visionner le jour de la disparition de Lina pour tenter de repérer des véhicules suspects. Donc ils vont mettre quelques véhicules de côté qu'ils n'arrivent pas à identifier, n'arrivent pas à contacter les propriétaires, dont notamment cette fameuse Ford Puma, pour laquelle ils n'ont pas réussi à retrouver la trace. Parallèlement à cela, donc on est en janvier 2024, Samuel Gonin est interrogé sur ce véhicule volé. Alors il va dire qu'il a récupéré ce véhicule d'un SDF qui lui aurait filé pour la modique somme de 100 €, ce qui paraît totalement invraisemblable. Il est également testé positif à la coco, mais malgré cela, donc il est placé en détention jusqu'au 22 janvier. Et il ressort libre puisqu'il écope d'une légère peine de 15 mois de prison avec sursis. Les mois s'écoulent et en juin 2024, il est de nouveau placé en garde à vue, cette fois pour une affaire de séquestration puisqu'une femme porte plainte contre lui, arguant du fait qu'elle aurait été séquestrée plusieurs jours à son domicile. La plainte est classée sans suite puisqu'il semble que ce soit une toxicomane et que ses propos ne soient pas très cohérents. De nouveau, Samuel Gonin ressort libre, mais alors qu'il ressort libre, un policier va le reconnaître comme étant l'auteur d'un vol avec violence réalisé dans une supérette en août 2023. C'est vrai qu'on s'y paume chronologiquement. En effet, en août 2023, en plus d'avoir à plusieurs reprises fait le plein d'essence à la station Avia sans payer, et va faire l'objet d'une plainte pour vol par le gérant de la station, il va commettre en août 2023 2 vols avec violence. Le premier, une agression sur une nonagénaire, il va lui arracher son sac à main, la molester et la nonagénaire va être légèrement blessée suite à cette attaque. Quelques heures après, toujours le même jour, il va rentrer dans une supérette. Alors là, on est dans le Doubs, proximité de là où il habite. Et la scène va être filmée par la caméra du magasin. On le voit rentrer de façon tout à fait normale. Il paye un paquet de chewing-gum, avance une pièce de 2 € à la caissière, qui ouvre sa caisse enregistreuse. Et là, il change radicalement de comportement et tente de faire main basse sur l'argent qu'il y a dans la caisse. La caissière s'interpose et là, il la menace avec un couteau et lui dit « bouge pas ou je te plante ». Il repartira avec son maigre butin qui s'élève à 200 ou 300 €. Et donc, le policier, en juin 2024, va le reconnaître comme étant l'auteur de ce fameux vol avec violence. Donc, Samuel Gonin va être pour la 3e fois interpellé par les policiers, le 17 juin donc, et le place en garde à vue. Là, il va reconnaître assez rapidement le vol de la supérette plus l'agression de la vieille dame. Il va ressortir libre, sous contrôle judiciaire, avec une simple convocation pour le 22 juillet 2024 pour être jugé sur ces faits de vol avec violence. Pour l'instant, il n'a pas été et il ne sera jamais interrogé
sur son implication dans la disparition de Lina, malheureusement, puisqu'il est retrouvé le 10 juillet 2024, PENDU à son domicile. Il s'est ôté la vie. Ses parents, inquiets qui n'avaient plus de nouvelles de lui, avaient appelé la gendarmerie. Voilà ce qu'on sait concernant les faits judiciaires qui ont été répertoriés en 2023 concernant Samuel Gonin. Alors, en 2024, à un moment donné, alors on ne sait pas exactement quand, je ne sais pas si c'est en mai, en juin, c'est pas très clair, mais les gendarmes de la section de recherche de Strasbourg vont enfin repérer cette Ford Puma, donc qui est une voiture volée, qui se trouve à La Fourrière dans le sud de la France. Ils vont la rapatrier et la diriger vers l'IRCGN aux fins d'examen. Là, bingo, ils vont trouver des traces ADN appartenant au profil génétique de Lina. Et donc, ces traces ADN vont être trouvées en divers endroits du véhicule. Alors, on ne sait pas trop si c'est sur le siège passager, le siège arrière, éventuellement le coffre de la voiture, et de quelle nature sont ces traces ADN, s'il s'agit de sang, de fluide corporel, de cheveux, de poils, bref, on n'a pas les détails. Toujours est-il que, effectivement, ce véhicule, cette Ford Puma, a servi à l'enlèvement de Lina et que, selon toute vraisemblance, Samuel Gonin est l'auteur de l'enlèvement de Lina. Alors voilà, maintenant je passe à la deuxième partie concernant les hypothèses. Comment expliquer cet enlèvement ? Pour quel motif Samuel Gonin a enlevé Lina ? Est-ce qu'il s'agit de l'œuvre d'un prédateur isolé, voilà, un type qui pète les plombs, qui a un comportement totalement déséquilibré et qui va se retrouver, on ne sait pas comment, par le plus grand des hasards, à circuler sur cette route départementale qui est uniquement fréquentée par des locaux, des gens du coin. C'est pas du tout une route départementale de passage. C'est une route qui ressemble plus à une route de campagne qu'une départementale d'ailleurs, et on a du mal à comprendre comment Samuel peut se retrouver à cet endroit-là, pile au moment où Lina circule à pied le long de la route. Alors, est-ce que c'est par le plus grand des hasards, puisque effectivement Samuel Gonin semblait circuler un peu partout en France, et est-ce que suite à un mauvais concours de circonstances, Lina se serait retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment? Dans ce cas-là, on serait sur l'hypothèse d'un enlèvement spontané réalisé sous le coup d'une pulsion et serait l'œuvre d'un prédateur isolé. Ou est-ce que finalement Samuel Gonin n'est qu'un pion sur l'échiquier et qu'il ne s'agirait pas, il n'aurait pas agi seul, mais pour le compte d'un tiers qui lui aurait demandé, par exemple, d'enlever Lina moyennant rétribution pécuniaire ou moyennant de lui de lui donner de la poudre blanche. On ne sait pas trop quoi en penser. Il ne faut pas oublier évidemment que Lina n'avait pas la vie d'une adolescente classique de son âge, puisque elle avait vécu énormément de choses assez traumatisantes. Elle n'avait pas le parcours classique d'une adolescente de son âge, puisqu'elle avait quand même porté plainte pour l'OAV, qu'il y avait énormément de jeunes hommes douteux qui gravitaient autour d'elle, qui avaient un passé judiciaire, un casier judiciaire assez chargé, et pour des faits graves, on parle d'agression S et de l'OAV, notamment un de ces deux présumés agresseurs contre lesquels elle avait porté plainte, qui est actuellement en prison. Il ne faut pas oublier également qu'elle a été victime par 2 fois du vol de sa moto et que sa mère, comme elle, pensait que c'était quelqu'un de son entourage qui avait fait le coup, quelqu'un qu'elle connaissait et qui connaissait manifestement très bien les lieux. Elle était également victime de menaces de mort et de cyberharcèlement. Donc, penser
qu'elle aurait pu être victime d'un enlèvement prémédité organisé dans le cadre d'un règlement de compte et d'une vengeance, c'est pas totalement idiot. Hein. C'est pas totalement idiot de se dire qu'elle aurait pu être entraînée dans un guet-apens et que finalement Samuel Gonin aurait été un membre armé de cette disparition et il aurait été entre guillemets recruté pour enlever Lina. Alors après, concernant les circonstances de son enlèvement, beaucoup de monde s'interroge de savoir si elle est montée de son plein gré dans ce véhicule ou si elle a été embarquée de force. Certains disent ne pas comprendre pourquoi elle aurait fait un coucou de la main à Robert, donc le retraité qui aurait aperçu Lina sur le siège passager d'une citadine. Donc certains disent qu'elle serait montée de son plein gré. Comment expliquer alors que son portable cesse brutalement d'émettre peu de temps après qu'elle soit montée dans cette voiture? Est-ce que Samuel Gonin, qui semble être très violent et agressif, ne l'aurait pas forcé à monter à bord du véhicule tout simplement sous la menace d'une arme et lui aurait détruit son téléphone qui ne captait plus et l'aurait forcé, lorsqu'ils sont passés à hauteur du domicile du retraité qui était sur le perron de sa maison, à lui faire un coucou pour faire style que tout allait bien? C'est une possibilité qui n'est pas voilà, c'est une possibilité tout à fait crédible. Donc voilà. Alors après, est-ce que, bien évidemment, là, on ne sait pas parce qu'on rentre dans le cadre du secret de l'instruction, mais j'imagine que les enquêteurs ont montré la photo de Samuel Gonin à Robert pour une éventuelle identification. Rappelons qu'il avait décrit le conducteur de la citadine, donc une voiture bleue, effectivement, la Ford Puma est une voiture bleue, comme un conducteur ayant une barbichette avec des pattes qui se rejoignent au niveau des cheveux. Effectivement, on voit sur le profil Facebook de Samuel Gonin une photo qui correspond bien à cette description physique. Est-ce que le portrait de Samuel Gonin a été également montré à cette jeune fille qui avait déclaré avoir été approchée par un individu louche à 2 reprises quelques jours seulement avant la disparition de Lina, mais qui lui circulait à bord d'une Xantia grise? Est-ce qu'il y a un rapport avec Samuel Gonin ou pas du tout? On a également ce fameux jeune conducteur d'une Clio grise qui aurait rôdé dans le coin, donc au niveau du collège fréquenté par Lina et de l'aire de jeu de Saulsure. Est-ce qu'il s'agit de la même personne ou est-ce que ça n'a aucun lien avec Samuel Gonin? Autant de questions sans réponse. Donc voilà. Donc effectivement, on peut s'interroger de façon légitime de savoir qu'est-ce que faisait Samuel Gonin à cet endroit paumé au milieu de nulle part, en pleine campagne. Est-ce qu'il avait des fréquentations, des amis qui habitaient dans ce coin-là, dans ce secteur, de la famille peut-être? Il faut savoir que Samuel Gonin, apparemment, alors ça j'ai vu des sources passer, mais je pourrais pas, c'est à prendre au conditionnel, il aurait retapé des logements pour les mettre en location. Est-ce qu'il n'aurait pas travaillé dans ce secteur-là? Qu'est-ce qui l'a poussé à aller dans cet endroit? Quand est-il rentré en possession de ce véhicule volé? Est-ce que c'est lui qui l'a volé? Est-ce que dans le cas de ces... comme il était toxicomane, est-ce qu'il n'aurait pas rendu des services pour payer sa poudre blanche et qu'il n'aurait pas... était en contact avec des réseaux, voilà, et qu'il aurait agi pour le compte d'un tiers. Ça, c'est vraiment... c'est truffé, cette enquête est truffée de zones d'ombre et de points d'interrogation, puisque pour le moment, on n'a pas toutes ces informations qui restent scellées dans le cadre du secret de l'instruction. Donc voilà ce que je voulais dire s'agissant du profil de Samuel Gonin, qui fait office de principal suspect. Est-ce que c'est le seul suspect dans cette affaire? Est-ce qu'il a agi seul? C'était une hypothèse qui avait été émise d'ailleurs par, je ne sais pas si vous vous rappelez, par le fameux ex-major de la CIA, Ed Dames, qui avait été interrogé sur le plateau de Cyril Hanouna
et qui lui pensait que l'enlèvement de Lina était l'œuvre d'un prédateur solitaire qui aurait agi sous le coup d'une pulsion. Est-ce que c'est ça ou est-ce que Samuel Gonin fait partie d'une organisation beaucoup plus complexe? Alors, il faut savoir également que la Ford Puma dispose d'une balise GPS et donc, il y a quelque temps, les enquêteurs tentaient de retracer en fait le parcours qu'aurait effectué Samuel Gonin après la disparition de Lina, le trajet, et ils avaient fouillé les alentours, notamment au niveau du col du Hans, hein, où Samuel se serait arrêté un certain temps, mais cela n'a rien donné. Est-ce qu'ils vont fouiller d'autres endroits en France où Samuel Gonin s'est rendu au volant de cette Ford Puma? On ne sait pas pour le moment ce qu'il en est. Espérons qu'on en saura plus dans les jours à venir et qu'on aura des éléments qui permettront de savoir où Lina peut se trouver et si Samuel Gonin a agi seul ou pas. Voilà. Écoutez, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui est peut-être un peu décousue parce que je pars un peu, je reviens, je fais des flashbacks, voilà, c'est difficile de s'y retrouver chronologiquement. Donc, je vous laisse me donner votre avis dans la barre des commentaires. Si vous pensez que Samuel Gonin agit seul, parce que manifestement c'est un déséquilibré, il a quand même été reconnu avec un potentiel de dangerosité par un psychiatre en juin 2024 et il avait tenté un mois seulement avant de mettre fin à ses jours, il avait déjà fait une tentative de S. Alors, est-ce qu'il a mis fin à ses jours parce que donc il a laissé une lettre posthume à ses enfants pour dire qu'il n'en pouvait plus, que tout ça était allé trop loin, qu'il avait perdu sa dignité, etc. Est-ce qu'il faisait référence également à l'enlèvement de Lina? Ça, nul ne le sait. Donc, je vous laisse me donner votre avis dans la barre des commentaires, hein, ce que vous pensez de cette affaire. Est-ce qu'il agit seul? Est-ce qu'il aurait agi pour le compte d'un tiers dans le cadre de ses activités de toxicomane pour pouvoir payer sa poudre blanche, hein, on ne sait pas trop. Voilà, tout ça est extrêmement mystérieux, truffé de zones d'ombre, donc je vous laisse me donner votre avis. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça aide pour l'algorithme YouTube, pour le référencement. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, je ne sais pas quand parce que, voilà, comme je disais, j'ai fait un peu une pause sur YouTube pour le moment. Donc, de toute façon, je vous tiens au courant. Et je vous dis à très bientôt, donc, j'espère. D'ici là, prenez soin de vous et affaire à suivre.